Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles quotidiennement. Voici le sommaire de cette édition. Les très redoutés variants du virus de la Covid-19 circulent de plus en plus. Sont-ils plus puissants ? En a-t-on détecté à Monaco? Le directeur du centre hospitalier Princesse Grace nous apportera un éclairage sur toutes ces questions et fera un point sur la situation sanitaire actuelle au CHPG. La modernisation du réseau d'eau potable est en cours dans le secteur du jardin exotique. Des travaux doivent débuter lundi prochain. Quelles conséquences sur la circulation? Explication à suivre. L'heure des bilans et des perspectives pour la sûreté publique. Une conférence de presse était organisée aujourd'hui. Les grands chiffres de la criminalité pour 2020 y ont été révélés, ainsi que les priorités pour l'année 2021. Richard Marangoni, le directeur de la sûreté publique, sera notre deuxième invité. Comment le secteur des superyachts traverse-t-il la crise? Un symposium était organisé autour de cette question aujourd'hui au Yacht Club de Monaco. S'il y a un lieu qui est toujours très prisé par les Monégasques, c'est le marché de la Condamine, où nous verrons comment commerçants et usagers se sont adaptés aux nouvelles conditions en vigueur depuis presque un an maintenant. Vincent Vatrican et Fabien Bonilla nous présenteront la toute prochaine projection organisée par l'Institut audiovisuel avec le film 12h08 à l'est de Bucarest. Mais tout de suite, un premier point info avec les autres grands titres du jour. Alexandra Pani, bonsoir. Bonsoir Patricia, une fois n'est pas coutume, nous débutons avec un point météo. L'INSEE vient de publier son focus pour l'année 2020, un rapport qui confirme la hausse des températures sur cette dernière décennie. Le bilan pluviométrique annuel est proche des normales observées, mais une répartition saisonnière inhabituelle. Il est important de noter notamment les épisodes ponctuels qui ont été particulièrement intenses cette année. Nous avons tous encore en tête la tempête Alex du 2 octobre, mais également la journée du 4 juin où il est tombé 3 fois plus que la moyenne mensuelle. Tous les détails de ce rapport sont disponibles sur le site de l'INSEE.mc. Il est toujours bon de le savoir, des aides gouvernementales pour les entreprises sont proposées. Oui, et des aides plus particulièrement pour aider les entreprises à franchir le cap de la transition numérique. Vous pouvez bénéficier d'un cofinancement jusqu'à 70% du budget présenté. Vous pouvez évaluer la maturité de votre entreprise sur la plateforme eme.gouv.mc et déposer votre demande sur le téléservice dédié sur le site du gouvernement monégasque. Toujours à destination des entreprises, la Jeune Chambre économique met en place un nouveau cycle de formation. Un cycle de formation de création d'entreprise, Patricia, et toutes les étapes clés pour y arriver avec succès. Ce cycle se compose de 4 modules en ligne. Rendez-vous les jeudis à 18h du 18 février au 11 mars. Ce premier cycle sera animé par Laurence Garino du Welcome Office autour du thème « S'implanter en principauté, par où commencer ?» Ils occupent désormais la une de l'actualité en plein cœur de la crise sanitaire. Les variants anglais, sud-africains, brésiliens, on ne parle presque plus que d'eux. À quoi correspondent-ils? Doit-on les craindre? Pour nous en parler, le directeur du centre hospitalier Princesse Grace est notre premier invité. Bonsoir Benoît de Sévelinge. Bonsoir. Avant d'évoquer notamment les variants, une question qui est sur toutes les lèvres aussi. Quelle est la situation au CHPG? Alors les chiffres semblent en régression sur tous les fronts, hospitalisation, réanimation. Oui, alors on a l'impression d'un plateau depuis une dizaine de jours, après une forte augmentation. Donc aujourd'hui, on a 7 patients Covid en réanimation, on en a 2 qui sont en soins critiques, 21 patients qui sont hospitalisés dans l'unité dédiée Covid et 42 patients qui sont hospitalisés par ailleurs, dont 15 au court séjour gériatrique. Vous avez noté au fil des jours une évolution du profil des patients. Oui, tout à fait. Alors, sans qu'on puisse réellement se l'expliquer scientifiquement, on note que les patients hospitalisés, et je précise bien hospitalisés, sont de plus en plus jeunes. On note également une aggravation des symptômes qui arrivent plus tard par rapport au diagnostic. Et puis, on note une aggravation qui est beaucoup plus rapide d'un coup. Voilà. Est-ce qu'on a une explication à cette évolution du profil, notamment? Alors,
Une explication certaine, on n'en a pas. On s'interroge sur le variant. Le variant, on l'a trouvé, donc il est en principauté, ça, il n'y a aucun doute possible. On s'en doutait, ça ne s'arrête pas aux frontières. Mais est-ce que c'est le variant ou le virus qui évolue? Difficile à dire. Est-ce que ce sont les comportements des gens qui évoluent? Difficile à dire. Raison de plus pour véhiculer un message de prudence. Vous évoquiez les variants. Vous nous confirmez donc qu'ils circulent à Monaco, mais lorsqu'on parle de variants, on parle du variant sud-africain, du variant anglais, du variant brésilien, on s'y perd un peu. Alors, pour l'instant, en ce qui nous concerne, on n'a trouvé que le variant britannique. Et on l'a trouvé chez des personnes âgées. Quand on a un test positif qui émane soit d'un cas très grave, soit d'un cluster, soit d'une contamination qu'on s'explique très mal, on l'envoie pour ce qu'on appelle un criblage. Ce n'est pas le séquençage du virus qui donne des résultats plus exacts, mais qui est très très compliqué à obtenir parce qu'il y a très peu de laboratoires en France qui font ça. Mais ces variants, pourquoi font-ils si peur? Parce qu'ils se propagent plus vite, ils sont plus virulents? Il faut savoir que le fait qu'il y ait un variant derrière un virus, c'est quelque chose de normal. Le virus, il évolue, il vit. Le problème de ces variants, c'est qu'on ne sait pas si le peu qu'on a appris sur le coronavirus va s'y appliquer. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, l'issue, c'est la vaccination. Il n'y a que ça qui va nous permettre de retrouver une vie normale. L'évolution du profil des patients dont je vous parlais, est-ce que c'est le variant? On dit que le variant britannique, c'est à peu près 50% des contaminations sur le 0,6. Ou est-ce que c'est autre chose? C'est difficile à dire. Mais il n'en reste pas moins donc qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de la crise et des moyens de freiner la pandémie, le vaccin apparaît toujours comme la seule arme. Le vaccin et les gestes barrières sont les seules armes dont on dispose. Le vaccin parce qu'il va limiter les formes graves de la maladie. On pense aussi de manière naturelle qu'il va limiter la charge virale. Donc si votre charge virale est basse, eh bien, vous serez moins symptomatique. Et si vous êtes moins symptomatique, vous contaminez moins votre entourage. Dans la mesure où aujourd'hui on hospitalise des jeunes sans comorbidité dont on ne s'explique pas vraiment pourquoi ils font une forme aussi grave de la maladie par rapport à ce qu'on voyait en première vague. Et je crois que le vaccin, même à titre individuel, aura un bénéfice certain. Le problème, c'est la circulation du virus. Dans quelques jours interviendront les vacances pour la zone qui nous concerne. Quel est le message que vous avez envie de délivrer à quelques jours de ces congés à la population? Au niveau du CHPG, on recommande vraiment la plus grande vigilance et la plus grande prudence. L'effet galette des rois que l'on a eu avec des personnes âgées dans les lits qui ont énormément souffert et beaucoup de décès, on souhaiterait vraiment l'éviter après les vacances de février. Donc vraiment un appel à la vigilance, appliquer les gestes barrières et surtout la distanciation sociale. Ça reste le seul moyen de se prémunir d'une contamination. Et après ce pic de fin janvier, début février, on a envie de vous demander aussi, Benoîte de Sévlinges, comment se porte le personnel du CHPG qui a été au front? Alors le personnel est fatigué. Le personnel est fatigué à plusieurs titres. Le premier, c'est que ça fait longtemps que ça dure. Ça fait quasiment un an qu'on est en crise. Et puis le personnel est touché. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons 38 agents qui sont en arrêt maladie pour Covid. Il y a 10 jours, c'était 70. Donc je vous laisse imaginer que beaucoup de gens contractent la maladie et cette maladie, elle fatigue. Elle fatigue pendant l'épisode de contagiosité, pendant qu'on porte le virus, mais elle fatigue aussi après, c'est quelque chose qui est décrit. Et donc le personnel, de manière générale, est fatigué. On a des gens qui sont extrêmement impliqués, qui sont volontaires et qui donnent une énergie fabuleuse pour soigner les patients de toutes les maladies que l'on a à prendre en charge au CHPG. Et donc là aussi, c'est un petit appel à la population générale pour se rendre compte de l'effort incroyable qui est déployé par les soignants de cet hôpital. Voilà un appel à se protéger et à protéger les autres. Merci beaucoup, Benoîte de Sévlinges, pour ce nouvel éclairage sur la crise sanitaire. Bonsoir, merci. Dans quelques jours, le 22 février précisément, débuteront des travaux au niveau du début du boulevard du Jardin Exotique. Quelle sera leur nature? Réponse dans ce reportage de Sandrine Nègre et Orazio Gaggino. Il s'agit très concrètement de travaux entre les numéros 1 et 11 du boulevard du Jardin Exotique. Ils seront réalisés de 9h à 19h30. Là, ce sont des travaux qui sont réalisés pour le compte de la Société monégasque des eaux. Ils comptent moderniser le réseau d'eau potable sur ce tronçon. C'est un réseau qui date des années 1950, donc qui était très vieillissant, cassant, car il était réalisé en fonte grise. Il va consister à avoir différentes emprises sur le domaine public, avec des panneaux bien sûr isophoniques,
et un alternat de circulation à compter donc du lundi 22 février jusqu'au vendredi 5 mars. Et la date de démarrage des travaux, donc vous l'avez entendu, le 22 février, n'est pas le fruit du hasard. On va débuter des travaux dès la semaine prochaine, tout simplement compte tenu du fait qu'il y a moins d'usagers sur la route, au regard de la crise sanitaire en cours, des directives liées au télétravail, mais également la période scolaire, des vacances scolaires qui débutent la semaine prochaine. Et nous ferons le point d'ailleurs sur d'autres travaux à venir dans nos prochaines éditions, rue du Rocher et boulevard Charles III notamment. Ce sont des chiffres toujours très attendus en début d'année, les chiffres de la criminalité. 2020 restera une année hors norme en raison de la crise sanitaire. Celle-ci a-t-elle eu un impact sur la délinquance? Le directeur de la Sûreté publique est notre invité. Bonsoir Richard Marangoni. Bonsoir Patricia. Le début d'une année marque traditionnellement l'heure des bilans pour celle qui s'est écoulée. Quelles ont été les grandes tendances de la criminalité en 2020? Peut-être tout d'abord la délinquance générale. C'est une année, comme vous l'avez dit, assez particulière, assez exceptionnelle. Je suis heureux d'annoncer que la délinquance générale a baissé une nouvelle fois de presque 20%, ce qui est un chiffre, je pense, fort honorable. Il y a ensuite les chiffres de la délinquance sur la voie publique. Alors c'est autre chose et là il y a une très forte baisse. Alors effectivement, là aussi je suis heureux d'annoncer que la baisse a été de 33% et c'est une délinquance qui touche beaucoup les gens parce que délinquance de voie publique veut dire cambriolage, vol de véhicules, vol de deux roues, violence sur la voie publique, dégradation matérielle. Donc là, une baisse de 33%. Je pense que l'on a encore amélioré la qualité de nos résidents cette année encore. Richard Marangoni, la crise sanitaire a-t-elle indéniablement eu un impact sur ces chiffres? Certes, les mesures liées au couvre-feu, liées au confinement ont eu naturellement un impact, je dirais un impact certain, mais pas que. Parce qu'il y a eu une grande présence sur la voie publique et il y a eu une certaine activité avec un certain nombre d'affaires importantes, d'arrestations qui ont été opérées et qui ont bien sûr contribué à ces bons résultats. Oui, puis ce qu'il faut souligner, c'est qu'avec le confinement, la criminalité a peut-être été freinée, mais les contrôles ont redoublé, ce qui fait que l'activité au sein de la Sûreté publique a dû être constante en 2020. Pour parler ne serait-ce que des contrôles, peut-être un chiffre qui est assez évocateur, depuis le mois de mars 2020, uniquement dans les mesures, je dirais, de Covid, de respect des prescriptions gouvernementales, nous avons procédé à 24 415 contrôles, dont 5 116 verbalisations. Le travail a été fait, donc je tiens à rendre hommage au personnel qui ont assuré cette mission et qui l'assurent toujours. Alors, si l'on y regarde d'un peu plus près, dans la catégorie de la délinquance générale, le seul chiffre qui est en hausse, c'est celui qui a trait aux infractions sur les stupéfiants. Cela confirme qu'il s'agit d'un fléau plus que jamais d'actualité. Au-delà d'un chiffre d'augmentation, ce qu'il faut peut-être voir, c'est que nous avons réorganisé nos services, et notamment réorganisé la division de police judiciaire, pour être encore plus performants. Donc je dirais, plutôt qu'une augmentation de la consommation, c'est une augmentation de notre activité. C'est-à-dire, nous nous sommes donné les moyens de faire plus, et les résultats en attestent, puisqu'effectivement, il y a eu une augmentation des affaires que nous avons effectuées. En 2020, toujours, l'unité de préservation du cadre de vie a vu le jour. Quels enseignements tirer de ces premiers mois sur le terrain ? Alors je pense, avec beaucoup de modestie, mais que c'est vraiment une réussite. Cette unité a été créée dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie avec 3 axes majeurs. D'abord, fluidifier la circulation. Ensuite, lutter contre les nuisances sonores, quelles qu'elles soient, que ce soit aussi bien les particuliers, que ce soit les établissements publics, que ce soit les chantiers. Et dernier axe, les incivilités, là aussi, qui touchent beaucoup la qualité de vie des résidents, que ce soit les stationnements anarchiques, enfin tout ce qui peut polluer la vie sur la voie publique. Plus largement, quels seront les grands défis que devra relever la Sûreté publique en 2021 ? Il y en a beaucoup. D'abord, la poursuite de la réorganisation de nos services. Nous aurons également la création d'une unité drone. Alors on est dans l'air du temps. On est dans l'air du temps et c'est un secteur important.
aussi bien en termes de sécurité, donc pouvoir utiliser des drones, et en même temps avoir des moyens de lutter contre des drones qui pourraient être malveillants. On a aussi le plan Monaco Safe City, où nous développons le partenariat avec les acteurs économiques de la principauté, que ce soit les banques, que ce soit les établissements de luxe, que ce soit les hôtels. Donc nous allons développer cette année un site internet pour pouvoir échanger encore plus avec des actions qui seront nombreuses. C'est vraiment un plan d'avenir dans lequel je crois beaucoup. Et on le sait, la sécurité, c'est l'un des atouts majeurs de la principauté en termes d'attractivité. En conclusion, la mission prioritaire en 2021, cela restera la protection des personnes vulnérables ? Ah, absolument, absolument. Et je dirais même l'ensemble des personnes vulnérables, c'est-à-dire bien sûr, ça commence par les enfants, par les mineurs qui peuvent être en difficulté. Bien sûr, ensuite, toutes les violences et toutes les actions qui peuvent être perpétrées contre les femmes. Là aussi, nous avons une vigilance particulièrement accrue. Et ça va aussi jusqu'aux personnes âgées, puisque les abus de faiblesse sont également une priorité de notre action pénale actuellement. Richard Marangoni, merci d'avoir répondu à ces questions alors que se tenait aujourd'hui une conférence de presse sur le bilan 2020 et les perspectives 2021 de la sûreté publique. Merci beaucoup Patricia, bonsoir. L'impact de la crise est très significatif selon les secteurs économiques. Le Yacht Club de Monaco vient d'organiser un symposium sous la forme d'un déjeuner-débat avec 5 interlocuteurs et une question en toile de fond. Comment l'industrie du yachting a-t-elle traversé la crise ? Eh bien, voici la réponse de l'un des intervenants spécialisés dans la réparation des bateaux. Il est au micro de Fabien Bonilla. La bonne nouvelle, c'est que les bateaux bougent. Donc c'est vrai qu'effectivement, ils ont toujours moyen de venir chez nous. Maintenant, il est vrai que cette situation sanitaire crée beaucoup d'incertitudes et que du coup, je vous rejoins un peu. C'est un peu une situation d'État en État. Chaque État a ses règles, chaque État a ses principes, ses protocoles. Nous, en France, on est quand même bien lotis. On a un État qui nous protège. Et également à Monaco, on peut dire qu'on y est très bien et on est vraiment compris et assisté par le gouvernement. Donc voilà, on nage un peu dans cet environnement-là et on est très heureux d'être là. Et on a conscience aussi de la chance qu'on a d'être à Monaco et en France. Donc voilà, aujourd'hui, les bateaux viennent quand même, mais peut-être qu'ils viennent moins qu'avant. Voilà, on s'adapte. Mine de rien, il faut quand même comprendre que l'année dernière, il y a à peu près 6000 bateaux dans le monde, super yachts, et qu'il y en a 1500 de moins qui sont venus l'été dernier. C'est quand même pas négligeable. Et pour nous, c'est vrai que des fois, ils faisaient toujours une petite cure de beauté, on va dire, avant de repartir de l'autre côté. Et cette année, c'est vrai qu'ils n'ont pas été là, mais maintenant, on a de bons espoirs quand même pour les mois qui suivent. Alexandra Pagny est de retour pour nous parler notamment d'une belle initiative humanitaire. Mission Enfance a lancé un projet pour parrainer un enfant au Vietnam, Liban, Arménie et Burkina Faso, des pays où l'accès à l'éducation est souvent difficile. L'association vous propose de vous engager pendant 1 an à soutenir la scolarité d'un enfant. Le comité des droits des femmes s'est donc associé à l'artiste Michel Aubéry, la boutique Robedi Capa et l'AS Monaco pour financer 1 année d'école d'une jeune fille au Burkina Faso. Si vous êtes intéressé par ce programme, je vous invite à vous rendre sur le site de Mission Enfance. Un déménagement à signaler pour les mélomanes. Effectivement, notez dans vos agendas qu'à compter de ce jeudi, la Sonothèque et la Vidéothèque déménagent de la villa Lamartine. Vous pourrez retrouver leur service dès le 8 mars dans leurs nouveaux locaux du 2 rue Princesse Antoinette. Et puis du sport au féminin. Oui Patricia, et c'est une bonne nouvelle. Nous avons suivi depuis quelques années le parcours de l'équipe monégasque de rugby, les Impies, à l'occasion du Dubai Rugby 7. Cette année, une 2e équipe féminine, cette fois, fera également partie de l'aventure. Nous ne manquerons pas de vous faire suivre leurs performances sur notre antenne, Patricia. C'est un lieu où il fait bon se retrouver ou faire des achats. Le marché de la Condamine s'est adapté depuis le début de la pandémie pour permettre de continuer à vivre tout en respectant les règles en vigueur, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage signé Vanessa Dessy et Olivier Bonello. Il est le cœur de l'attractivité monégasque. Le marché de la Condamine est un lieu de vie incontournable en principauté. Face à la crise sanitaire, les mesures sont renforcées et l'activité est quelque peu ralentie. C'est vrai que depuis lundi dernier, ces personnes pendulaires, du fait du télétravail qui a été rendu obligatoire
pour les postes qui le permettent, sont moins présentes sur le marché. Donc la fréquentation, même si c'est un petit peu tôt pour le dire, est quand même en baisse. La vente emportée est toujours possible, évidemment, sur les horaires qui le permettent. Quant au service du soir, qui également, depuis 15 jours, n'est plus possible pour les cabines de restauration, bon, ces cabines-là qui ont la possibilité de faire de la livraison à domicile le font. Malgré tout, c'est quand même compliqué pour ces cabines de rendre un chiffre d'affaires qui soit un peu plus à l'équilibre. Ouvert seulement depuis le 22 décembre dernier, Bio est un tout nouveau traiteur boutique qui a fait le pari audacieux de s'installer en pleine crise sanitaire. Je pense que c'est toujours intéressant d'ouvrir dans ce genre de situation parce que justement il faut vraiment être solide sur ses acquis et faire quelque chose de bien. Et je pense que c'est ce qu'on a fait avec ce traiteur. On est content parce qu'on commence à avoir des habitués, une clientèle qui est plutôt contente de nos produits. Donc on va dire que ça prend son essor. Donc c'est plutôt positif. Parce qu'il faut aujourd'hui s'adapter à au nouveau contexte et la livraison en fait partie. Ça fait partie de nos évolutions prochainement. Le marché de la Condamine reste ouvert 7 jours sur 7 et continue de vivre malgré tout. Parlons cinéma à présent, à l'occasion de la prochaine projection organisée par l'Institut audiovisuel. Aujourd'hui, Vincent Vatrican et Fabien Bonilla évoquent 12h08 à l'est de Bucarest, ce film roumain qui sera présenté samedi à 15h au Théâtre des Variétés. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous allez nous parler d'un film roumain très original de 2006, 12h08 à l'est de Bucarest. C'est un film inattendu, mordant, drôle. Pourquoi 12h08 à l'est de Bucarest 12h08, c'est le moment où en 89 tout bascule. Le 22 décembre. Le 22 décembre, la révolution roumaine. Et avant 12h08, on est un révolutionnaire, et après 12h08, on fait comme les autres, on est un mouton de Panurge, c'est ça ? C'est un peu ça, c'est-à-dire que le cinéaste revient sur ce moment déclencheur, hein, puisque c'est quelque part en Roumanie la chute du régime communiste qui ouvre enfin à la démocratie. Mais est-ce que tout le monde a vu et a participé de la même façon à cet élan révolutionnaire? Et tout se passe autour d'une émission de télévision, genre plutôt télé-locale, avec peu d'argent, peu de moyens. On fait avec ce qu'on a. Ouais. Et l'animateur du débat arrive à trouver deux personnages tout à fait improbables, dont on aura vu un peu le parcours avant, et leur fait parler en direct. Et je rappelle que cette révolution, la télévision l'a filmée en direct. Absolument, ça a marqué, choqué. Voilà. Et donc là, on fait retour sur les événements en demandant le témoignage, et on voit que tout le monde, enfin en tout cas les invités autour des micros et de la caméra, racontent à leur façon comment ils ont vécu les choses, jusqu'à tordre un peu la réalité. Le professeur d'histoire alcoolique et menteur, un papy donc gâteux, un animateur avec son plateau télé miteux, hein, c'est ce dont on parle là. Les personnages font la force du film, j'ai l'impression. Oui, indéniablement, les acteurs aussi, qui sont des acteurs roumains que je ne connais pas particulièrement. Et qui méritent d'être connus. Tous habitent leur rôle. Ça se joue dans très peu de choses, quelques lignes de dialogue, mais c'est aussi une gestuelle. Le papy un peu grincheux qui est convié à cette émission de télévision, d'ordinaire, joue les Pères Noël pour animer un peu son quartier. Ces séquences-là sont extrêmement bien saisies, très bien vues. Alors, le réalisateur, Corneliu Porumboiu. Merci. Vous l'avez dit, Caméra d'or en 2006 à Cannes. C'était son premier film. C'est pas son seul film, hein, parce que non, il a tourné 5 ou 6 Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Le sens le sens de l'absurde, puisque même dans son dernier film,
qui s'appelait Les Siffleurs, qui est un film policier. Il y a une intrigue policière, j'allais dire un peu traditionnelle, mais la force du film, c'est plutôt à l'intérieur des séquences et des situations du film d'arriver à montrer le cocasse d'une situation et de la détourner de la manière dont d'ordinaire elle aurait été filmée, écrite, etc. Donc voilà, c'est un cinéaste qui a un vrai regard sur les choses. Voilà, 12h08 à l'est de Bucarest. Allez voir ce film, samedi 20 février, 15h au Théâtre des Variétés. Merci Vincent Intrican. Merci Fabien. Da, eu când am văzut că a început la București, am ieșit și eu. Păi uite că domnul Mănescu susține că a fost înainte. Păi el a fi fost înainte, eu am fost după. Bine, și atunci ce revoluție asta dacă lumea e și după? Avant de refermer ce journal, nous allons découvrir les couleurs du temps prévues pour demain. Des nuages au programme, Patricia, pour mercredi, mais des températures plus clémentes que les jours précédents. Il fera 6 degrés au lever du jour et 13 degrés dans l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h25 et se couchera à 18h03. Patricia, demain, nous serons le mercredi des cendres. Et la veille du mercredi des cendres est synonyme de Mardi Gras. Qui dit Mardi Gras dit carnaval. Bien évidemment, les festivités ont été plus modestes cette année, mais il n'en reste pas moins que les petits élèves de l'école des Rêvoirs s'en sont donnés à cœur joie, comme vous allez pouvoir le découvrir sur les photos de fin d'édition signées Mickaël Alési. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h. Très belle soirée à tous.